Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les tontons flingueurs, le clan des Siciliens, les bronzés, le gendarme de Saint-Tropez, un singe en hiver, le professionnel, le marginal, bref, tant de films qui font aujourd'hui partie de notre mémoire collective. Vous savez, ces films que vous regardiez le dimanche soir ou pendant les vacances scolaires, ces mêmes films qui sont aujourd'hui découverts et redécouverts par les jeunes générations avec autant de plaisir et d'émerveillement. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous montrer que le cinéma français des 30 Glorieuses a été prolifique en films rentrés dans la mémoire collective, qu'ils ont dépassé le stade de culte pour s'inscrire durablement dans la vie des Français. Un cinéma donc populaire. Alors, en quoi le cinéma français des 30 Glorieuses est-il entré dans la mémoire collective? Je n'ai pas cherché à montrer que ce cinéma est mieux que celui d'aujourd'hui, mais plutôt soulever les caractéristiques intrinsèques qui font des films de la seconde moitié du XXe siècle des œuvres qui accompagnent les générations. Mais avant tout, définissons la mémoire collective. Un film qui rentre dans la mémoire collective est un film qui traverse les générations. Il suffit d'un mot, d'une expression ou d'une musique pour que nous reviennent en mémoire les scénarios, les scènes et les répliques de ces films. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. La mémoire collective nécessite une certaine notion de patrimoine, s'inscrivant au travers des générations dans une transmission de ces films. C'est un cinéma populaire. La mémoire collective regroupe les représentations qu'un groupe partage de son passé. Une fois cette petite mise au point faite, rentrons dans le vif du sujet et parlons des acteurs. Derrière Gabin, derrière Blier. Les acteurs sont la colonne vertébrale du film. Ce sont eux qui transmettent, qui interprètent, qui donnent vie au scénario et aux personnages. Bien souvent, les rôles sont composés sur mesure. Ils collent à la peau des acteurs de tel point qu'il est difficile de distinguer l'homme et l'acteur. Le cinéma des 30 Glorieuses repose ainsi sur des acteurs qui ont incarné leur époque aux yeux d'un public de plus en plus nombreux. Voyons ensemble comment, à eux seuls, ils peuvent faire rentrer un film dans la mémoire collective. En ce temps-là, la vie était plus belle. Incarner une époque est un concept vague, certes. Cela peut se rattacher à la manière de parler, de jouer, aux habitudes de la société que les acteurs transposent à l'écran. Et lorsque nous regardons un film entré dans la mémoire collective, un film populaire des 30 Glorieuses, on peut se poser la question de l'incarnation d'une époque adulée de tous. De nos jours, les acteurs embrassent des thématiques plus actuelles à l'image d'une société plus ouverte, plus tolérante, plus représentative de l'ensemble de la population. Les modes de vie, les pratiques quotidiennes à l'image, nous y reviendrons, de la cigarette, la vision de la vie marquée par l'après-guerre, tous ces éléments inscrivent les acteurs dans une société qu'ils matérialisent à l'écran. Pourtant, incarner une époque ne semble pas être le propre d'un acteur. Bien que les pièces de Molière demeurent intemporelles et les adaptations cinématographiques de sociétés anciennes sont courantes comme dans Les Visiteurs. Non mais oh! Crache dessus maintenant! Je parle ici d'un certain naturel au visionnage de ces films. Comédie, tragédie, films noirs, policiers, tous les films nous montrent par les acteurs une manière de vivre qui est ancrée dans la mémoire collective. Prenons ici l'exemple de 4 acteurs intemporels au panthéon du cinéma français. Jean Gabin, Lino Ventura, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Alors, on y va? On y va. Commençons par les deux plus grands amis du cinéma français. Il est inconcevable de parler de la mémoire collective en analysant le cinéma français des 30 Glorieuses sans parler du maître et de l'élève réunis dans plusieurs films. Jean Gabin, avant la Première Guerre mondiale, est un acteur accompli. Connu de tous, il a joué dans une multitude de films et s'installe en vedette du cinéma français. La guerre le marquera profondément puisqu'il le dit lui-même, il reviendra de celle-ci avec les cheveux blancs. Alors Gabin incarne une multitude de personnages dans ses films. Mais après la guerre, c'est celui de la France qu'il va incarner. Les exemples sont nombreux. Le président, touchez pas au Grisby, un singe en hiver, le pacha, le tatoué et bien évidemment le clan des Siciliens. Ces personnages sont tous marqués par le passage des années folles à l'après-guerre. Gabin incarne cette France qui a disparu, cette France des pénuries, cette France de l'insouciance, cette France qui a vécu la guerre. Prenons un exemple. Dans Un singe en hiver, Jean Gabin est un vieil homme marqué par la boisson ayant promis à sa femme de ne plus boire une goutte d'alcool s'il sortait vivant de la guerre. Tiens, regarde. C'est peut-être le dernier. Et tout le film repose sur ce passage de l'avant à l'après-guerre, balayé bien évidemment par la jeunesse et la folie de Jean-Paul Belmondo. Vous intéresse, papa? Peut-être. Gabin incarne le modèle d'une France disparue, mais d'une France qui rassure par sa droiture. En effet, les rôles de Jean Gabin se caractérisent tous par une certaine droiture. Certes, il joue des personnages de mafieux, de gangsters, mais il joue également le rôle d'un président, le rôle d'un ancien militaire, le rôle d'un honnête commerçant et le rôle d'un commissaire. Tous ces rôles imposent naturellement la droiture de Jean Gabin.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Et le point d'importance, ce qui fait que ces films restent gravés dans la mémoire collective, s'inscrit bel et bien dans le passage d'une France à l'autre. Jean Gabin est à l'écran, le père et le grand-père de tous les Français. Ce naturel dans les personnages, la droiture d'esprit, ce sens de l'honneur se retrouve dans les personnages de Lino Ventura. Rien ne prédestinait ce petit Italien né le 14 juillet 1919 à Parme en Émilie-Romagne à devenir l'une des plus grandes stars du cinéma français. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur sa vie, alors si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, cliquez là-haut. Bref, je disais, c'est un peu par hasard que le cinéma vient à lui dans le film de Jacques Becker, Touchez pas au Grisby. Lino Ventura est entré dans le monde du 7e art par la petite porte, sans le vouloir. Organisateur de combats de catch, il est repéré pour jouer le rôle d'un dur au cœur tendre. Et c'est cette image-là qui lui collera à la peau tout au long de sa carrière. Citons par exemple Gorille vous salue bien, Ne nous fâchons pas et Les Tontons Flingueurs. Lino Ventura est le fils spirituel de Jean Gabin. Un jour, sur le tournage de Touchez pas au Grisby, Lino souhaitait rencontrer Jean. Jean Becker, le fils du réalisateur, conduit Lino dans la loge de la star. Les deux hommes se sont simplement salués sans se connaître en toute simplicité. Lino était rassuré, Gabin, la star d'avant-guerre, était d'une simplicité remarquable. Cette simplicité dans les relations humaines fait de Lino Ventura l'un des acteurs les plus aimés de sa génération. Lino Ventura est également dans ses films la vision d'une époque basée sur le malentendu. Détaillons quelques exemples. Dans Les Tontons Flingueurs, il est confronté à sa nièce qui s'affranchit des règles de bonne morale de la bonne conduite de l'époque. Elle ne travaille pas, elle fait la fête et ses amis boivent. Lino, lui, est un homme droit et rangé, vendeur de matériel agricole à Montauban. Il est malgré lui confronté à ces vieilles histoires de gangsters. Dans le film, malgré le rôle qu'il endosse, sa droiture et sa morale sont en opposition aux autres personnages. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser menu. Dans La Gifle de Claude Pinoteau, Lino Ventura est également figure de droiture car il incarne dans une époque qui évolue rapidement les normes et les valeurs héritées de Jean Gabin. Tu parles mal, tu travailles mal, tu danses mal, tu grandis mal, mais tu ne me fais pas peur, Isabelle. En effet, il est confronté à une jeune fille qui, en pleine crise d'adolescence, s'enfuit face aux responsabilités, à l'image des examens. Il est divorcé de sa femme, Annie Girardot, vivant en Australie, et il perd son emploi pour avoir défendu un jeune homme se faisant agresser par, mauvaise pioche, 2 policiers. Bref, Lino Ventura est la ligne directrice en termes de morale et de droiture dans un film. Les exemples pourraient être nombreux, mais Lino Ventura, l'homme de cinéma comme l'homme privé, est un exemple à lui seul de droiture, d'honneur et de respect. Ainsi, les films de Lino Ventura font entrer l'ancien catcheur dans la mémoire collective. Il incarne donc un cinéma populaire. À présent, parlons de leur fils spirituel, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Tu crois qu'on va encore savoir? À ton avis? Les 30 Glorieuses se divisent en 2 périodes. Premièrement, l'époque où Jean Gabin et Lino Ventura tenaient le haut de l'affiche du cinéma français. Or, c'est tout naturellement que les 2 monstres sacrés du cinéma français ont trouvé leur héritier, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Certes, ils ne sont pas de la même époque. Les années les séparent de l'évolution du cinéma. À l'époque de Gabin et Ventura, le cinéma français était composé de modèles inspirant la droiture. La force du cinéma des 30 Glorieuses est de passer d'un modèle à l'autre en s'inspirant du cinéma américain. Jean-Paul Belmondo et Alain Delon deviennent les héros de générations de Français. Les 2 sont séducteurs, l'un cascadeur, l'autre présentant l'élégance à la française. Les modèles changent. Ces 2 nouvelles idoles ne sont plus d'un ancien temps et elles ont évolué avec leur époque. Voyons ensemble comment les acteurs à eux seuls peuvent faire entrer un film dans la mémoire collective. Jean-Paul Belmondo devient le magnifique. Il devient un flic capable de résoudre toutes les enquêtes, un super-homme. Alain Delon devient l'héritier légitime de Jean Gabin car par une certaine pudeur, une certaine élégance à la française, il incarnera le cinéma à la fois ancré dans son époque mais profondément inspiré par l'avant-guerre. Alain Delon est le guépard, Jean Sarté, un samouraï, bref, les rôles de sa filmographie cassent à la fois les codes du cinéma de ses pairs, mais s'inscrivent également dans la modernité. Ah. Vous voyez bien que ça vous intéresse, hein? Belmondo bouscule une fois de plus les codes. Il apporte sur des sujets sérieux, des policiers, des films noirs, une certaine légèreté et un surjeu naturel. Ces caractéristiques font de ces films, pour en citer quelques-uns, Le Marginal, Le Professionnel, Flic ou Voyou, Peur sur la ville et même Le Solitaire, des films entrés dans la mémoire collective. Bon, ben vous êtes recalé. Oh, vous êtes dur.
Revenons sur Un singe en hiver. On remarque bien l'évolution entre le maître et l'élève, entre Gabin et Belmondo. Les deux hommes, longtemps rivaux, du moins dans la presse, sont en réalité des amis qui tiendront le cinéma français pendant plus de 40 ans. On ne connaît plus, on ne salue plus. On méprise. On a parlé des acteurs, certes, mais voyons pourquoi le cinéma français des 30 Glorieuses est avant tout populaire. C'est un ciné qui faisait du monde. Le cinéma est une expérience extraordinaire. On parle ici de divertissement, de quelque chose d'extraordinaire qui nous évade de la réalité. Sans cette expérience collective, il est impossible de rendre un film culte. Le cinéma français des 30 Glorieuses est un cinéma évidemment populaire. Il permet aux classes populaires de rire du bourgeois à l'image des innombrables films de Louis de Funès comme Le Tatoué ou La Zizanie avec Annie Girardot. Il permet également aux bourgeois de rire des classes populaires. Citons par exemple les films des Charlots, Les Midas s'en vont en guerre ou Le Grand Bazar. Il permet également de rire des ordres établis dans la société à l'image des Gendarmes de Saint-Tropez ou évidemment de la trilogie militaire la plus connue du cinéma, La 7e compagnie. Il permet également de rire d'une nouvelle classe sociale naissante, la classe moyenne dans les films du Splendide, les bronzés. Le cinéma français des 30 Glorieuses est avant tout destiné aux Français, qu'importe le milieu social. C'est pourquoi il est devenu si populaire. L'évasion que permet le cinéma, l'engouement autour des millions d'entrées dans les salles montre avant tout que c'est une expérience de société. S'adresser à tout le monde revient à s'adresser à personne, me direz-vous. Eh bien oui, c'est ce qui fait la force du cinéma français des 30 Glorieuses. Personne peut se sentir lésé en regardant un film, mais tout le monde peut s'y identifier. Qui n'a jamais pensé à cette scène magnifique où Romy Schneider embrasse Alain Delon au bord de la piscine? Qui ne s'est jamais identifié au personnage loufoque de Pierre Richard dans Le Grand Blond avec une chaussure noire? Ou La Chèvre? Qui ne s'est jamais senti Étienne Dorset, employé du ministère n'ayant que pour seule distraction l'espoir inébranlable de tromper sa femme? Bon, peut-être pas tout le monde pour Étienne dans L'Éléphant, mais du moins échapper à la réalité de son travail, tout le monde y a déjà pensé. Ce qui est également intéressant dans ce cinéma, c'est sa capacité à créer des mythes. Nous l'avons évoqué juste avant, qui n'a jamais rêvé de devenir un héros à l'image de Jean-Paul Belmondo et de ses innombrables cascades? Qui n'a jamais rêvé d'arpenter les rues de Paris avec une bande de 4 amis, Étienne, Daniel, Simon et Bouli? Oui, le cinéma français des 30 Glorieuses crée des héros et des mythes. Et ce cinéma français des 30 Glorieuses est rentré dans la mémoire populaire puisqu'il a été porté par deux entités, des acteurs et le public. Cette alchimie, cette proximité entre les faiseurs de comédie et ceux qui la réceptionnent font du cinéma français des 30 Glorieuses un objet d'art rentré dans la mémoire collective. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je disais un peu plus tôt que le cinéma permettait de s'identifier à des acteurs, à des situations, à des films. Mais le point central de ma démonstration réside dans le miroir de la société française incarné par le cinéma des 30 Glorieuses. Le choix des scénarios est fondamental pour faire qu'un film rentrera dans la mémoire collective. Lino Ventura disait qu'il se payait le luxe de choisir ses scénarios. Sans un scénario qui plaît au public, le film ne pourra jamais rentrer dans la mémoire collective. Cela peut paraître banal, mais de nombreux films s'y sont essayés et s'y sont cassés les dents. Prenons un exemple très rapide, Hold Up de Jean-Paul Belmondo. Il se déroule au Canada dans un univers que les Français ne connaissent pas. Il a été un échec cuisant. Prenons également un film de Lino Ventura, Espion lève-toi, se déroulant à Zurich. Eh bien, il n'a pas embrassé la mentalité française et donc a été oublié des mémoires. Qu'est-ce qu'on vous sert? Un gin tonic. Ma justification ici n'est pas de dire que si un film ne se déroule pas en France, il ne peut pas rentrer dans la mémoire collective, loin de là. Or, quand une idole, un acteur adulé du public, s'essaie un genre différent, sort de son cadre, cela marche difficilement. Le scénario, l'histoire du film a longtemps été le miroir de la société française, ce qui a fait rentrer le cinéma des 30 Glorieuses dans la mémoire collective. Eh ben c'est propre, c'est net, c'est silencieux, y a pas de fumée, c'est en français. Vous l'aurez compris, le cinéma des 30 Glorieuses est le reflet de la société française. Une société où l'hygiénisme social n'existe pas. Une société où l'individualisme n'existe pas. Pour donner quelques exemples, parlons des Tontons Flingueurs ou une bande d'amis dans L'aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch. Tous deux sont des films à l'image de la société. Prenons l'exemple très intéressant de la cigarette. Dans tous les films, jusqu'à la fin des années 90, les personnages fument. Cela peut paraître stupide, ce n'est pas une gloire de fumer. L'action sociale de fumer une cigarette s'inscrit dans un mimétisme de la société. Regardez le nombre de cigarettes que l'on fume dans les films de Gabin, de Ventura, de Delon ou de Belmondo. Bien souvent, certains films sont des ironies de la société française, des parodies. Prenons l'exemple de L'aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch. Il est le symbole même de la dérision d'une société en mouvement.
Et si vous avez bien suivi ma démonstration, vous y noterez que L'aventure c'est l'aventure est un film où Lino Ventura, Jacques Brel, Charles Denner, Aldo Machon et Charles Gérard jouent les protagonistes principaux. On en revient au parallèle entre la société d'avant-guerre et la société actuelle. Or, ces 5 salopards, comme dirait Claude Lelouch, se retrouvent dans une société post-mai 68 et sont motivés que par une seule chose, l'argent. Les 5 acteurs sont perdus au sein de la société, mais la force de ce film, c'est de montrer aux spectateurs cette société dans laquelle ils évoluent. On parle de marxisme-léninisme, de bolchevisme, de capitalisme, bref, tous les sujets actuels sont dans le film, mais ils sont rattachés à une société globalement encore imprégnée par la fin de la guerre. Tout le génie de Claude Lelouch réside dans sa capacité à faire comprendre au spectateur la société dans laquelle il vit, mais également faire comprendre son évolution. Notons la citation de Nicole Courcel. Écoute Lino, t'as pas compris que le temps des maths c'est fini. C'est tout. Tu regardes tout ce qui se passe autour de toi, dans le monde, les choses ont changé. Restons sur le cinéma de Claude Lelouch. L'évolution de la condition féminine y est aussi présente. Citons par exemple La Bonne Année. Lino Ventura fait la rencontre de Françoise Fabian, une femme instruite vivant au milieu d'intellectuels. Lui n'est qu'un simple malfrat essayant de cambrioler la bijouterie Van Cleef. Plusieurs répliques sont extrêmement importantes. Elle montre le passage d'une femme enfermée dans sa maison à une femme extrêmement libre. Lors d'un dîner, Françoise Fabian demande à Lino Ventura qu'est-ce que c'est qu'une femme. Comment ça, qu'est-ce que c'est une femme? Pour vous, qu'est-ce que c'est une femme? Ce dernier lui répond « c'est un homme qui pleure de temps en temps ». Cette phrase met sur le même pied d'égalité les hommes et les femmes. Il fait rentrer le film dans la mémoire collective par la relation magnifique entre les amoureux, mais également et surtout par sa dimension féministe. Cet anachronisme se prête bien à La Bonne Année. On le retrouve également après la scène où ils se réveillent tous les deux dans le même lit. En effet, Lino Ventura demande à Françoise Fabian qu'est-ce que ça fait de vivre comme un homme. Au travers de ces courts exemples, j'ai cherché à montrer que le cinéma français des 30 Glorieuses est devenu culte car il s'adressait avant tout au public. Il reflétait la société française, il suivait ses mouvances. Si le cinéma français des 30 Glorieuses est rentré dans la mémoire collective, c'est également grâce aux dialoguistes. Sans ces artisans du mot, ces adeptes de la petite phrase, le cinéma français n'aurait jamais pu rester dans la mémoire collective. Et comment parler des dialogues sans évoquer l'immense Michel Audiard? Une réplique fonctionne exactement de la même manière au cinéma et au théâtre. Une seule peut résumer l'entièreté du film ou de la pièce. C'est elle que le spectateur retiendra après la première vision du film et au-delà au travers des rediffusions. Écrire des dialogues, c'est suivre le mouvement de Molière, d'Edmond Rostand, de Feydeau, de Prévert et bien sûr de Michel Audiard. Il en va de soi qu'un film ne peut pas se passer de dialogue pendant les 30 Glorieuses. L'amélioration de la qualité auditive, des techniques d'enregistrement permettent d'avoir un meilleur son à l'image. Je l'ai fait pour les alexandrins et la pourpre. Moi pour les champouineuses et les pinces à vélo. Pas les masques. Ce point-là est extrêmement important car étant au plus près des personnages, il faut des dialogues au plus près de ces derniers. Et cela, Michel Audiard l'a bien compris. Né dans le 14e arrondissement de Paris, ce Titi parisien, comme de nombreux médias le surnomment, a grandi dans la rue. Il connaît la manière de parler du peuple, il sait comment retranscrire une émotion, un sentiment au travers de phrases très courtes. Avant d'analyser plus précisément pourquoi les dialogues de Michel Audiard sont rentrés au panthéon du cinéma français, faisons un rapide retour sur son œuvre. Tout au long de sa carrière, Michel Audiard a été méprisé par l'intelligentsia cinématographique. Il disait que ses dialogues étaient vulgaires, qu'il n'était pas à la hauteur d'un cinéma d'auteur. Pourtant, la force de Michel Audiard, c'est de coller au phrasé du peuple. Son œuvre ne sera reconnue que bien des années plus tard et évidemment après sa mort. Sa carrière se divise ainsi en 2 temps, jusqu'aux années 70. Jusqu'à ces années-là, Michel Audiard est le roi de ce qu'on appellerait aujourd'hui la punchline. Après le décès de son fils, Michel Audiard devient un poète incisif et percutant. Oh, tu sais, quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. Comment citer Audiard sans parler des dialogues des tontons flingueurs? Ce film est l'exemple type du phrasé populaire, de l'argot parisien de Michel Audiard. Tout le monde se souvient de cette réplique. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. En l'espace de quelques mots, Audiard résume la pensée de millions de Français. Il nous fait rire, il nous transpose à l'écran la vie de tous les jours. La petite phrase chez Audiard permet ainsi de caractériser le personnage et par sa tournure, permet aux acteurs et aux spectateurs de la mémoriser. J'ai trop un goût de pomme. Il y en a. Notons cependant que l'œuvre de Michel Audiard comporte également des excès, du moins une grande part de création.
Prenons l'exemple du Pacha avec Jean Gabin et Robert Dalban. Bien sûr que non, on ne parle pas comme Jean Gabin dans la vie de tous les jours. Mais là encore, deux éléments se profilent. Le premier, le phrasé d'Audiard collait parfaitement à Jean Gabin. Nous verrons ce point dans quelques instants. Deuxièmement, même si on ne peut pas s'identifier à ce phrasé, une des rares exceptions dans le dialogue d'Audiard, il reste toujours une réplique qui nous marque. Évidemment, on va une fois de plus parler des cons. Lorsque Gabin dit « Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. » Audiard, après le décès de son fils, devient un auteur beaucoup plus sombre. Dans le film de Claude Miller, Garde à vue, sorti en 1981 avec Lino Ventura et Michel Serrault, chaque dialogue est pesé. Chaque mot est en confrontation avec l'autre. Le sujet s'y prête particulièrement bien puisqu'on parle du double meurtre de deux fillettes. Sans ces dialogues forts, le huis clos de Claude Miller tomberait à l'eau, même avec Michel Serrault et Lino Ventura. Prenons par exemple cette scène lorsque Guy Marchand demande à Serrault et Ventura comment s'écrit Tango, le chien du père Brunet. Tango, ça s'écrit comme un tango? Non mais, comment voulez-vous que ça s'écrive? Comme passo doble? L'espace d'une phrase, on voit toute l'intention entre les personnages et même au cœur du film. Ainsi, Michel Audiard, par l'utilisation de nombreuses figures de style, est considéré aujourd'hui comme un poète. Il manie à merveille la métaphore ou l'énumération. Les dialogues permettent aussi de marquer les esprits. Nous avons pris l'exemple de Michel Audiard, mais bon nombre de répliques peuvent se prêter à ce jeu d'analyse. Comme dans Les Bronzés, où le public se souvient des répliques de cette bande d'amis et bien évidemment du fameux « Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. » Le cinéma des 30 Glorieuses est donc rentré dans la mémoire collective puisqu'il a eu un attachement particulier au dialogue écrit sur mesure. La musique est également centrale pour faire d'un film populaire du cinéma des 30 Glorieuses son entrée dans la mémoire collective. Alors oui, la musique peut être excellente, qu'importe son époque. Mais dans les 30 Glorieuses, les compositeurs ont tellement été prolifiques qu'ils ont laissé dans chaque film leur empreinte. Citons-en trois, Vladimir Cosma, Ennio Morricone et Francis Lay. Lorsque nous regardons un film, nous regardons une succession de répliques, une succession de plans, une succession d'ambiance. Et une partie de cette ambiance est liée à la musique. Sans elle, le film serait fade et les émotions auraient peine à éclore. Dans Le Professionnel, elle est présente tout au long du film, des premières scènes jusqu'au dénouement. En effet, l'aspect dramatique est renforcé dès le début par le Kimai d'Ennio Morricone. L'association des violons et du piano semble être la recette d'un succès planétaire. Nous sommes accrochés à la partition comme Beaumont s'accroche à son destin. Rien ne semble empêcher dans cette symbiose instrumentale la destinée du personnage. Et c'est ça la recette d'un succès. Un bon scénario, une bonne réalisation et une bande originale inoubliable. Inoubliable pas tant que ça, il faut savoir que Georges Lautner ne fut pas le premier à utiliser cette musique pour un film. Kimai fut composé en 1971 pour le film Maddalena. Comme quoi, le recyclage a du bon. Vladimir Cosma compose également beaucoup pour Lino Ventura. Citons le concerto de Berlin dans La 7e cible. Elle est au centre du scénar et franchement, à chaque écoute, elle met les frissons. Je vous le dis tout de suite, ce film n'a pas fait l'éloge de la critique à l'époque. Pourtant, il résume l'homme, sa carrière et sa vie. Avant de vous expliquer pourquoi, je vous mets dans le contexte. Bastien Grimaldi, un ancien reporter, est victime d'agressions et de menaces de mort. Il décide dans un premier temps de mener son enquête lui-même. Il découvre qu'il est la cible d'un maître chanteur, Sylvain Agner, qui dirige un réseau d'escroquerie et d'extorsion de fonds. Ayant informé la police, celle-ci lui communique beaucoup de renseignements sur Agner. Il découvre aussi que Laura, sa fille adoptive, est la maîtresse de ce Agner. Vous êtes dans le bain? Ok, très bien. Alors nous avons dit que Lino Ventura était un dur au cœur tendre au début de sa carrière. Vous vous en souvenez? Bien, dans La 7e cible, on retrouve cet homme harcelé par Agner. Enclin à 2-3 bagarres, mais qui retrouve la tendresse une fois sa fille à ses côtés. Un côté un peu enfantin aussi aux côtés de sa mère. La dimension psychologique du personnage est également présente avec la traque tout au long du film. Bref, tous les éléments montrent que La 7e cible est un grand film. Je pourrais vous en parler des heures, mais retenez une chose. Quand vous reverrez La 7e cible, faites bien attention au regard final de Lino Ventura. Ce regard que l'on connaît si bien dans La Bonne Année ou La Gifle n'est pas tout à fait le même dans La 7e cible, et je suis sûr que c'est un rapport avec la musique. Vous remarquerez que le regard destiné à Laura prend une toute autre tournure, sachant que c'était son dernier tournage. Est-ce un adieu au cinéma, rempli d'humilité comme il en a fait preuve tout au long de sa vie, de sa carrière? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce regard en dit long sur l'homme qu'était Lino Ventura. Et encore une fois, la musique n'y est pas pour rien. Prenons aussi l'exemple des Bronzés font du ski et la célèbre Just Because of You.
Voyez au fur et à mesure des exemples le nombre de musiques qui font rentrer le film dans la mémoire collective. Sans elles, un film ne peut devenir intemporel. Francis Lay a réussi dans ses compositions à faire entrer des mélodies dans la mémoire collective, notamment Un homme et une femme, L'aventure c'est l'aventure et La bonne année. C'est fini, 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 fini. Si l'on devait conclure sur le cinéma populaire des 30 Glorieuses, on pourrait évidemment dire qu'il est rentré dans la mémoire collective. Peu importe le type de film, ce cinéma est avant tout porté par des acteurs, des scénarios et des musiques destinées au public. C'est lui qui choisit si un film rentrera dans la postérité ou non. De nos jours, l'industrie cinématographique a énormément changé. Les gens ne se déplacent plus en salle, mais consultent des sites de streaming. La consommation étant différente, les objectifs aussi sont différents. De nos jours, le cinéma est en déclin à cause de la consommation excessive de séries. Ces dernières, bien que passionnantes et parfaitement réalisées, nous entraînent vers une consommation de petits épisodes. Il est vrai que le cinéma français des 30 Glorieuses est rentré dans la mémoire collective, car il était le miroir d'une société qui fonctionnait bien, où l'économie battait son plein. Mais qu'importe, ce qu'il faut retenir de ce cinéma, c'est le plaisir de regarder ces films à nouveau, de les faire découvrir aux plus jeunes et de revivre encore et toujours les magnifiques histoires qu'ils nous proposent. Et bien voilà, c'est tout pour le cinéma français populaire des 30 Glorieuses. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, pour suivre toute notre actualité. Regardez notre Tipeee, c'est très important, il nous aide à continuer nos vidéos et à améliorer la qualité de nos programmes. Quant à moi, il ne reste plus qu'à vous dire merci encore une fois et à très bientôt sur la 7e. Salut!